Démarre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire de l'EN3S sur une problématique et une thématique d'actualité, la transition écologique. J'en profite pour vous dire qu'on a eu la chance d'avoir une tribune des élèves de l'EN3S dans le Monde du CIMEC qui re-questionne notamment la question de la croissance économique et du modèle de construction de la protection sociale et de sa compatibilité avec la transition écologique. Donc c'était aussi en termes de fond, l'occasion pour moi de vous inciter à la lire et puis de remercier aussi les élèves qui avaient eu cette tribune et l'opportunité de faire passer ces différents messages. On souhaitait vous rencontrer pour essayer de donner un peu de cohérence et de lisibilité à ce que, en termes de formation continue, on propose et on veut proposer. On sait que de toute façon, la démarche de transition écologique, c'est pas nouveau, mais que ce qui a peut-être changé au cours des dernières années, c'est que ça a souvent été abordé via le prisme de la RSO, RSE. On a tous, et vous avez tous connu dans vos organismes, des projets d'entreprise ou des démarches de labellisation, de certification, mais qui prenaient en compte l'ensemble de la dimension de la RSO. Et là, ce qu'on essaie de faire, c'est aussi de recentrer ça, même s'il y a des passerelles, bien entendu, pour vous proposer des choses qui sont plus spécialisées, plus en prise directe avec cette ambition transition écologique. C'était une priorité forte pour nous, mais ça l'est aussi pour vous. Alors sans préjuger et sans savoir ce qu'il y a dans les coches qui vont être signées d'ici la fin de l'année, les différents CPG, on peut être quasiment sûr que cette thématique-là va être présente à différents niveaux. On peut penser bien sûr à la formation continue. On aura l'occasion d'y revenir, mais il va y avoir des actions fortes impulsées par les pouvoirs publics en la matière, mais aussi en termes RH, puisqu'on sait qu'il y a une dimension aussi managériale. Le management éthique, management durable, c'est aussi une forte préoccupation. Il faut qu'on puisse accompagner les équipes là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je peux dépasser aussi la démarche individuelle pour être dans une démarche collective? Et c'est, je pense, l'ambition de notre proposition d'offre formative, c'est d'essayer de vous appuyer à la fois individuellement, mais surtout collectivement au sein de vos organismes, à sortir de la démarche purement individuelle où, on le sait, on a tous dans nos organisations des personnes qui ont plus ou moins d'appétence, plus ou moins de goût, qui ont lancé quelque chose, peut-être une initiative, qui sont peut-être animateurs fresques du climat dans leur organisme, parce que ils ont pu développer ça aussi à côté ou qui s'inscrivent dans des projets de bénévolat. Là, ce qu'on veut dire, c'est comment fédérer tout ça pour faire en sorte que l'accompagnement et la transition écologique infusent d'une certaine façon l'ensemble des actions des organismes et de la protection sociale. En termes d'offres N3S, on a commencé à le faire notamment dans nos cycles longs, ce qu'on appelle nos cycles longs. Alors, vous avez des sigles un peu incompréhensibles que j'espère certains connaissent, mais SNDR, c'est Stratégie nationale et dynamique de réseau. Donc, c'est une promotion de 18 personnes cette année. Et bien entendu, on a consacré un module important aux relations à la fois entre la transition écologique et puis aussi les leviers d'action possibles. On va le faire dans le cycle APS, Actualité de la protection sociale, donc les journées de débat, de conférences, d'actualité qu'on propose à la Maison de la Chimie. Il y en a 8 par an. Il y en aura une en 2023-2024 consacrée à la transition écologique. On est en train de travailler la problématique parce qu'effectivement, on ne pourra pas tout traiter. Mais je pense que vu tout ce qu'on voit émerger dans le débat public, ce qui préoccupe beaucoup, c'est quand même la question de l'impact et de l'action. Comment moi-même je suis acteur ou comment mon organisme est acteur. Donc je pense qu'on va essayer de l'orienter là-dessus pour sortir du simple diagnostic
qui, au bout d'un moment, pourrait être amené à lasser. Et puis on a aussi, j'en profite pour en faire la promotion, on a un master, on est en période de candidature, Master Management stratégique des organismes de protection sociale, jusqu'à fin juin. Que vous soyez déjà manager stratégique ou que vous ayez envie de le devenir, ça peut vous intéresser. Et on va aussi verdir ce programme-là, notamment en termes de mémoire de recherche-action. Enfin, et ce n'est pas indiqué là, mais l'école, le N3S travaille avec les élèves donc, de la formation initiale du CAPDIR et en lien avec des partenaires à 2 grandes recherches actions. Il y en a une qui, en partenariat avec la CNSA, vise à mesurer l'impact carbone du secteur de la dépendance, du grand âge, des EHPAD. Donc avec des travaux qui sont en cours. Et on a aussi un travail dans le cadre du dispositif recherche de l'EN3S sur l'impact de la protection sociale, y compris des prestations sociales d'ailleurs, sur l'impact carbone de toutes ces prestations. Voilà, je n'en dis pas plus parce qu'on m'a demandé d'être court et que je veux laisser de la place aux différents intervenants pour qu'ils puissent et aussi répondre à vos questions et vous présenter la philosophie des différents dispositifs de formation. Vous n'hésitez pas, vous connaissez bien le fonctionnement, vous avez le chat, vous pouvez écrire, réagir, soit même nous donner des idées, hein, n'hésitez pas à poser des questions. Et puis, vous aurez bien entendu, comme à chaque fois, le replay qui vous sera donné dès la fin du webinaire. Vous pourrez revoir ça, le diffuser, avec aussi une enquête satisfaction. La première action de formation qu'on voulait vraiment mettre en avant, c'est une formation qui a lieu dans le cadre du Cercle des directeurs. Alors, Cercle des directeurs, comme l'on l'indique, c'est que pour les directeurs, mais on a voulu vraiment vous la présenter parce qu'elle peut donner des idées, des pistes pour les autres propositions. Elle s'appelle Être acteur de la transition environnementale et on travaille cette journée-là du Cercle des directeurs en lien avec l'agence 21-22. Et je vais passer la parole à Aurélie qui va nous expliquer comment ils ont pu concevoir et comment ils conçoivent cette formation-là pour les directeurs des organismes de protection sociale. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour tout le monde, et pour rentrer directement dans le vif du sujet et vous donner d'emblée un aperçu de ce dont on va parler dans cette formation, je vous invite à vous connecter à WooClap. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser ça, Gabriel, s'il y a besoin de donner des indications supplémentaires ou si tout le monde est rodé pour ça. Non, je pense le petit QR code du coup qui s'affiche à l'écran ou le lien de connexion, je pense, sont suffisants. Allez, donc je vous laisse vous connecter et puis on va pouvoir lancer la première question. Est-ce que vous avez une idée de combien de degrés la planète s'est déjà réchauffée aujourd'hui en 2022-2023 par rapport à l'ère pré-industrielle ? De 0 degré, 0,6 degré, 1,2 degré, 1,5 degré ou 2 degrés. On voit les premières réponses qui commencent à s'afficher. Ne vous laissez pas forcément influencer par les réponses de vos camarades. Ok, pour enchaîner et... Ok, donc on a 4 bonnes réponses sur cette question-là. On a souvent beaucoup de confusion quand on pose cette question. On a souvent des gens qui répondent, comme vous l'avez fait, 1,5 degré, 2 degrés. C'est des valeurs dont on entend souvent parler. C'est les objectifs des accords de Paris de 2015 à la COP 21. Donc dans cette formation, c'est aussi l'occasion de refaire un peu le point là-dessus, où on en est aujourd'hui en termes de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Qu'est-ce que ça veut dire la température moyenne de la Terre et quels sont les différents scénarios qui nous attendent d'après les experts du GIEC si on arrive ou non à respecter les accords de Paris. Et la prochaine question pour vous donner encore un peu plus d'aperçu sur cette formation. Donc l'empreinte carbone moyenne d'un Français, d'une Française aujourd'hui, c'est environ 10 tonnes de CO2 par an et par personne. Est-ce que vous savez, vous avez une idée parmi ces 10 tonnes, quelle part est liée au service public ?
Donc les services publics, ça recouvre l'éducation, la santé, les hôpitaux, la police, l'armée, la justice, les services sociaux, les services de l'État et les collectivités territoriales. Quelle part parmi les 10 tonnes est liée aux services publics? Ok, on a un peu plus de bonnes réponses sur cette question. 1 tonne parmi les 10 tonnes qui sont liées aux services publics. Et du coup, sur la slide d'après, vous voyez la décomposition un peu parmi ces 10 tonnes de CO2 équivalent en moyenne. En France, on a une part sur l'alimentation, le transport, le logement, la consommation et sur les services publics, avec l'objectif en 2050 d'être à moins de 2 tonnes par personne. Donc ça veut dire que ces 1 tonne de services publics doivent être divisées par plus de 6 à horizon 2050 pour être à la hauteur de la stratégie nationale bas carbone. Donc c'est un peu de tout ça dont on va parler dans cette formation. Tu peux aller à la slide d'après, Gabriel. Les objectifs, c'est globalement comprendre les enjeux écologiques dans leur globalité et dans leur complexité. Donc la formation, elle a un peu été pensée comme une forme d'entonnoir, de vraiment repartir du constat très macro, très global de qu'est-ce que c'est que le dérèglement climatique. Donc pour ça, on va s'appuyer sur cet outil génial qui est la fresque du climat pour se familiariser avec les messages clés des rapports du GIEC, l'aspect systémique intrinsèque au fonctionnement du dérèglement climatique, revenir avec des outils interactifs comme ce que vous avez pu goûter rapidement là sur les enjeux globaux, discuter qu'est-ce que c'est que l'anthropocène, les limites planétaires, les accords de Paris, se familiariser un peu avec ces constats globaux et ensuite venir dans quelque chose qui est un peu plus tangible, plus concret, à la fois à l'échelle des individus et des organisations. Donc c'est valable aussi pour les organismes de protection sociale, comprendre un peu où sont les impacts, quels sont les ordres de grandeur, qu'est-ce qui impacte beaucoup, qu'est-ce qui impacte moins, et du coup en déduire où sont les leviers de réduction pour chaque catégorie d'émissions, qu'on parle de l'échelle individuelle ou de l'échelle d'une organisation. Et parce que voilà, c'est aussi un sujet qui en général nous laisse pas neutre d'un point de vue émotionnel. On va aussi prendre un petit temps sur la dimension plus émotionnelle de la transition écologique, parler éco-psychologie et santé mentale, parce que c'est aussi un sujet important et qui va devenir de plus en plus important dans les années et les décennies qui viennent. Donc le public cible, on l'a dit, c'est le cercle directeur, et l'objectif vraiment global de cette formation, qui a lieu du coup sur une soirée et la matinée du lendemain avec une soirée débat entre les deux, c'est vraiment de s'approprier les enjeux écologiques et les trajectoires de transition pour pouvoir ensuite imaginer et actionner des leviers d'action qui soient à la hauteur des enjeux globaux. Et qui on est, nous, pour vous raconter tout ça. J'ai juste mis 2 petites photos. Donc là, je suis toute seule aujourd'hui, mais lors de cette formation, je serai accompagnée par mon associé Hervé Dupier. Et on vient au nom de 2122, agence de redirection écologique que j'ai cofondée avec un associé il y a un peu plus de 3 ans et demi maintenant. Donc on est une entreprise à mission, et la mission qu'on s'est donnée, c'est de penser et pratiquer la redirection écologique, qui consiste à amener les organisations à aligner leur modèle économique sur les limites planétaires dans un espace qui soit à la fois écologiquement sûr et socialement juste pour les humains. Et aussi, pour vous dire, enfin voilà, toute cette formation, elle a été imaginée sur des formats qui sont très participatifs et qui, voilà, on va très peu faire, voire pas faire du tout de slides où on vous raconte des trucs, mais c'est tout des ateliers qui sont dynamiques et qui nécessitent votre contribution active, votre coopération. Et voilà, j'espère que ça vous enthousiasme et que j'aurai la chance de vous rencontrer lors de cette formation. Merci à vous. Bien, du coup, si je prends 2 secondes la parole pour faire à Monsieur Loyal, la parole, du coup, maintenant à notre deuxième intervenante. Marine, peut-être à toi. Merci beaucoup.
Gabrielle, c'est bon, mon micro est ouvert. Bonjour à tous, moi je suis Marine Biraud, je suis cofondatrice d'une agence qui s'appelle Artistique Bazar et je suis avec vous aujourd'hui parce que, comme vous le voyez dans mon parcours, tout ça est par des chemins divers en fait. J'en suis bien sûr arrivée à me questionner sur les questions de transition environnementale notamment, avec un biais un petit peu particulier. Moi, je viens du monde de la culture où on a à cœur de créer des expériences. Je suis toujours directrice artistique de projets engagés sur des sujets de société. J'ai aussi, lors de mon parcours, été très impliquée sur les questions d'innovation. C'est d'ailleurs un sujet qu'on traite aussi avec le N3S. Et tout ça fait que quand on conçoit une formation, on a à cœur de concevoir des nouveaux formats et des formats qui soient expérientiels, comme je le disais. Pourquoi ? Bien parce que tout simplement, quand on se saisit d'un sujet, il est hyper important d'avoir des données tangibles et notamment des chiffres sur ces questions de transition environnementale. Mais on sait très bien que pour changer, pour se transformer, en fait, les émotions, les ressentis ont une grande importance et c'est exactement dans cet esprit-là et conscient de ce levier-là émotionnel qu'on conçoit ces journées de voyage apprenant. On peut passer à la slide suivante pour entrer plus concrètement dans le programme. Donc, pour le N3S, on a conçu une journée de voyage apprenant qui s'appelle « Challenger sa stratégie RSO ». Le sous-texte derrière, et vous le voyez, ça s'adresse à tous les agents de direction et surtout tous les managers au sens large, managers stratégiques, mais pas seulement. Pourquoi ? Parce que vous l'avez sûrement tous ressenti, quand on veut s'emparer de ce sujet, c'est compliqué. Et sur ce sujet, comme sur d'autres, mais particulièrement sur les questions de transition écologique, où on se forge des convictions personnelles, et parfois on met en place des actions à titre personnel. Et quand on passe la porte de notre bureau, quand on allume notre ordinateur le matin en télétravail, eh bien, au sein de notre organisation, on ne sait pas vraiment comment s'en saisir. Quand on est manager, ça peut être encore plus dissonant, parce qu'on a en plus de ça une responsabilité de périmètre, une responsabilité de collaborateur externe. Donc l'enjeu d'un voyage apprenant, enfin la manière dont a été pensé ce voyage apprenant, c'est vraiment de s'adresser à chacun qui, au sein de l'organisation, au sein de sa caisse, a le souci de porter et d'incarner, de faire ruisseler la stratégie RSO, mais pas seulement, de manière plus large, les questionnements et les engagements en lien avec les questions environnementales et les questions de RSO au sens large. Donc, une fois que j'ai dit ça, un voyage apprenant, c'est quoi ? C'est une formation en immersion sur cette thématique-là, donc comment challenger et incarner sa stratégie RSO. Ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une formation qui est en itinérance. Là, on est sur une formation en présentiel. Donc, un voyage apprenant, c'est un concept qui, au début, a été utilisé pour emmener des chefs d'entreprise dans la Silicon Valley pour leur faire découvrir comment on innovait en allant rencontrer Facebook et Google. Nous, notre conviction, c'est que d'une part, pour innover, on a tout ce qu'il faut sur notre territoire et que d'autre part, sur ce sujet-là, il faut surtout aller à la rencontre de personnes, de projets et de lieux qui vont être inspirants et qui vont nous permettre de toucher du doigt très concrètement dans l'échange, un petit peu de soulever le capot de la manière dont font les autres et voilà, comment est-ce que les uns les autres dans leurs entreprises, en fonction de leur niveau de hiérarchie, de leur spécificité métier, etc., s'en emparent. Pourquoi ? Pas du tout pour vous dire que parce que dans telle entreprise, on a choisi de faire de cette manière, il fallait que dans une CAF ou une CARSAT, ça soit le cas. Pas du tout. Il n'y a pas d'exemplarité dans tous les témoignages qui sont partagés lors d'un voyage apprenant, mais c'est plutôt des caisses de résonance qui, en collectif, en intra ou en inter d'ailleurs, vont vous permettre de vous poser des questions, de voir où vous vous situez spontanément, là où vous vous projetez, là où vous sentez une affinité, là où au contraire vous êtes en résistance sur certains sujets. Et en fait, cette mécanique d'immersion et introspection va être très très riche et elle est renforcée aussi par le collectif. Encore une fois, que ce soit un collectif en intra, parce que ça va venir créer une culture commune du sujet, notamment sur ce sujet-là où il peut y avoir des trajectoires personnelles qui sont pas toutes, enfin tout le monde n'est pas forcément au même niveau, donc c'est important de se créer une culture commune. Et puis quand on est en inter, ça permet aussi d'échanger et d'ouvrir énormément la réflexion, parce qu'en fait, vous faites tous face aux mêmes problématiques.
Donc cette journée de voyage apprenant, telle qu'elle a été conçue, l'idée, c'est qu'elle vous permette, quel que soit votre échelon dans l'organisation, de comprendre les enjeux d'une stratégie RSO à l'échelle de l'organisation, donc de manière plutôt macro, un peu en entonnoir, comme, comme précédemment, en allant à la rencontre de personnes et de projets pour voir comment est-ce que ça se vit chez d'autres. Et puis ensuite, l'idée, c'est de revenir sur vous, sur votre posture et votre périmètre de manager, pour comprendre quelle est votre marge de manœuvre, pour vous mettre en capacité d'agir et déconstruire cette croyance limitante selon laquelle si vous n'êtes pas dans le comité RSO ou si vous n'êtes pas au CODIR, à ce moment-là, vous ne pouvez rien faire pour être un manager qui insuffle une dynamique durable et responsable dans l'entreprise. Bien sûr, c'est faux. Ça s'explique par plein de leviers de biais cognitifs qu'on a tous. Donc, l'enjeu ensemble de cette journée, c'est de pouvoir les lever pour vraiment vous mettre en capacité d'agir. Vous donner aussi des exemples, vous faire tester les choses à travers des ateliers en découvrant des outils, en échangeant avec des pairs, pour vraiment vous inspirer et découvrir des pratiques managériales. Et puis en fait, vous permettre aussi d'identifier chez vous comment être un manager durable. Ça peut être vraiment une boussole, non seulement dans la posture, les valeurs, etc., mais aussi comme une vraie grille de décision et d'action au quotidien pour vous et pour vos équipes, puisqu'on a tous la responsabilité, notamment quand on fait partie des organisations de protection sociale, mais de porter cette dimension durable et responsable dans l'entreprise. Ça se traduit dans les compétences, ça se traduit dans les pratiques managériales, ça se traduit dans les engagements qu'on prend, dans la manière dont on est acteur au sein de nos collectifs managériaux internes. Mais c'est pas évident, et c'est pour ça que cette journée sert un petit peu à vous inspirer pour venir nourrir cette démarche que vous avez envie d'entreprendre ou de poursuivre. Voilà. Merci Marine. Du coup, voilà, on a eu sur les 3 présentations, enfin sur les 3 actions présentées, introduites par Benjamin juste en introduction, donc les 2 premières entre le cercle directeur et le voyage apprenant. Maintenant, nous allons laisser la parole à Olivier pour présenter la 3e action, et je vais lui laisser la parole. Merci Gabriel, enchanté. Je vais vous présenter la formation que je vous propose d'animer prochainement. C'est une formation donc vraiment qui va être sur de la gestion de projet, sur de l'accompagnement de démarches de transition de manière générale. C'est une formation qu'on a pensé, qu'on a imaginée comme étant une formation action. Le cabinet que je représente, qui est le cabinet Nicomac, on est basé un petit peu partout en France et on a l'habitude d'intervenir avec le public de l'EN3S depuis maintenant de nombreuses années. Et quelles que soient les animations, mais c'est encore plus renforcé avec cette thématique d'accompagnement de démarche de transition, on est concrètement dans de la formation action. Un petit peu à l'image de ce que vient de vous présenter Marine avec son action, on va être dans le pratico-pratique. C'est-à-dire que pendant ces 3 jours de formation, déjà première information, c'est que c'est une formation de 3 jours. Pendant ces 3 jours de formation, on va avoir 2 journées. On va être vraiment sur de la gestion de projet de transition très concrète, où je vous présenterai une méthodologie, mais cette méthodologie, à l'issue des 2 premières journées de formation, vous allez pouvoir, au fil de l'eau, la pratiquer étape par étape, avec vos propres projets, pour qu'on soit vraiment dans le concret, dans la formation action. La petite particularité également de cette formation, c'est que sur la 3e journée, je ne serai pas seul animateur, je serai en co-animation. Je peux vous donner le nom de la personne qui co-animera avec moi parce que ça a été validé, Gabriel confirmera, ça a été validé en fin de semaine dernière. Ce sera Patrick Bada, qui est directeur RSO à Lucans et qui viendra présenter sur la matinée de manière un petit peu inspirante, qui viendra témoigner de projets qu'il a pu lui-même mener, sans doute également des problématiques auxquelles il a été confronté, mais aussi des réussites et ce qu'il a pu mettre en place pour déployer les différents projets de transition au sein de sa structure. Ce qu'on a convenu avec Patrick, c'est qu'il pourra rester avec nous l'après-midi, parce que l'après-midi, ce qu'on vous propose à travers cette formation, pour venir concrétiser vraiment le côté action de cette action de formation, c'est que les projets sur lesquels vous avez travaillé depuis 2 jours, à travers la démarche de transition que vous porterez sur les 2 premiers jours, que vous puissiez un peu la présenter à Patrick et à moi. On sera une sorte de jury, une simulation du jury. Donc, il n'y a pas de certification à la clé, absolument pas, mais c'est vraiment pour qu'on puisse venir challenger ce que vous souhaitez mettre en place et les projets que vous avez portés, et pour qu'on puisse être vraiment dans l'expérimentation jusqu'au bout de ces 3 jours.
Si je veux peut-être contextualiser pourquoi cette formation et pourquoi ce sujet de la démarche de transition et de l'accompagnement à la démarche de transition au sein de vos structures, c'est parce que ce thème, il y a pour moi 3 enjeux derrière. Un de ces enjeux, c'est effectivement le dialogue partie prenante. À travers la méthodologie que je vais vous présenter, on aura toute une partie sur le dialogue partie prenante et sur comment animer, sur comment formaliser, sur comment faciliter ce dialogue partie prenante. Une partie prenante, juste déjà en quelques mots, c'est un groupe d'individus qui a impacté ou qui a un impact sur votre activité. Je trouve que parler du dialogue partie prenante et remettre les parties prenantes au cœur de vos actions, au cœur de vos démarches de transition, c'est intéressant, surtout dans une activité, on est en perpétuelle recherche de sens. C'est d'autant plus important que c'est une autre manière d'animer ce dialogue partie prenante, c'est une autre manière de remettre un peu peut-être l'usager au cœur des actions. On cherche toujours des manières un peu nouvelles de remettre le pourquoi au cœur de nos actions, de recontextualiser, de remettre des enjeux de sens dans chacune de nos actions. Parfois, on peut se sentir un peu démuni et remettre un peu ce dialogue partie prenante au cœur de nos actions. Ça peut être une démarche, ça peut être un angle d'attaque qui peut être intéressant et qui peut se faire à travers cette démarche de transition dans ces équipes. C'est un peu une nouvelle manière de faire du service public et d'animer cette consultation et d'animer cette notion de service public qui est renforcée encore plus. C'est vraiment à la main de chaque manager, hein, comme l'a évoqué Marine et Aurélie juste avant, et comme l'a évoqué aussi Aurélie dans son bouclage, où on voit bien qu'il y a un vrai impact du service public dans les enjeux de transition. Et donc, c'est du rôle de chaque manager de l'animer, chacun à son niveau, à travers ces enjeux de gouvernance. Pourquoi ce thème également? Parce que ça va nous permettre d'aborder, je veux bien que tu passes à la slide suivante, Gabriel, ça va nous permettre d'avoir des clés concrètes pour animer cette démarche de transition et ces démarches de projet de transition. Une des grilles de lecture qu'on utilisera à travers cette formation sur les 2 premiers jours, notamment où vous allez construire vous-même vos projets, eh bien, ça va être l'ISO 26000. C'est un référentiel que j'aime bien utiliser dans ces formations pour parler de RSO, pour parler de ce type de démarche de manière générale, parce que c'est un référentiel qui est assez concret, sur lequel on peut facilement se projeter. Ça couvre 7 questions centrales qui sont affichées juste ici, dans lesquelles on reviendra dans le détail, évidemment, dans le cadre de cette formation. Mais là où je le trouve intéressante, c'est qu'au-delà de la transition écologique, qui est un enjeu majeur, je préfère parler de transition de manière générale, de transition au sens également social. Et c'est pour ça que j'aime bien le référentiel de l'ISO 26000, parce qu'on voit bien les différents projets qui peuvent être couverts par ce référentiel. Donc, il y a évidemment tous les enjeux de gouvernance et de comment on prend les décisions, quelles sont les modalités de transparence et de communication au sein de nos modes de gouvernance. Ça vient poser la question de tout ce qui est relations et conditions de travail en interne et tout ce qui entoure le dialogue social, évidemment, et c'est le thème de la formation, tout ce qui est transition écologique et notre impact environnemental. Mais ça vient également poser la question, quand on est concerné dans le cadre de nos projets, de ce qu'on met en place en termes de loyauté des pratiques, de tout ce qui est question relative aux consommateurs. Et dans la démarche de dialogue partie prenante que je vous évoquais tout à l'heure, où on cherche souvent, en tant que manager, on cherche des leviers pour remettre un peu l'usager au cœur de nos actions et au cœur des considérations de nos collaborateurs, ça vient poser la question justement relative aux consommateurs. Ce qu'on peut mettre en place également à travers nos projets qui vient contribuer à notre sphère géographique proche, c'est-à-dire à tout ce qui est communauté et développement local, et de manière plus générale également ce qu'on peut mettre en place pour continuer à promouvoir, pour garantir déjà et puis continuer à promouvoir tout ce qu'on fait autour de l'accès aux droits de l'homme. Au-delà de toutes ces considérations qu'on peut voir comme des considérations peut-être internes, avec le dialogue partie prenante, avec remettre les usagers, avec ce qu'on peut mettre en place, externe, il y a également aussi toute cette considération interne. Vous êtes manager, vous êtes directeur de structure où parfois il peut arriver qu'on se retrouve face à une crise, à un défaut d'attractivité selon les structures, selon les équipes, selon les régions même parfois. Et mettre en place ce type de démarche, être outillé pour accompagner ce type de démarche, ça répond également à des enjeux qui sont assez nouveaux, des enjeux qui permettent de promouvoir l'engagement en interne au sein des équipes, de promouvoir un peu un sens assez nouveau dans les équipes et pas se contenter de faire uniquement le travail pour lequel on a été formé, mais également de répondre à des engagements, de répondre à des valeurs qui sont portées peut-être de plus en plus aussi par les nouvelles générations, mais pas que par les nouvelles générations, qui sont aussi parfois portées par les directeurs que vous êtes et les managers
que vous êtes, qui sont des sensibilités qui sont souvent parfois issues de vos convictions personnelles, mais qui de plus en plus ont des répercussions sur nos modes de travail. Donc, mener ce type de projet de transition, ça permet également de donner des billes supplémentaires à l'attractivité de vos structures et à la marque employeur de vos différentes structures. Donc voilà ce que je vous propose d'aborder pendant ces 3 jours de formation qui, je répète, sont vraiment de la formation-action, où vous arriverez avec vos projets, vous porterez vos projets, et sur la dernière journée, Patrick et moi, eh bien, on sera plus sur un temps de témoignage inspirant et un temps de jury pour qu'on puisse discuter, débattre et confronter les différents sujets sur lesquels vous aurez bossé, pour que vous puissiez, à l'issue de ces 3 jours, expérimenter au maximum. Et je te redonne la main, Gabriel, c'est ça? Ça marche, merci. Bien, en tout cas, déjà, merci à tous les 3. L'idée de cet exercice sur le webinaire, c'était de pouvoir un petit peu présenter ce qu'a pouvait présenter, j'allais dire, offrir le N3S en termes d'action de formation, avec à la fois 3 temps, 3 approches, 3 philosophies, 3 mondes peut-être un petit peu différents et tout autant complémentaires dans un environnement qui bouge beaucoup, dans un environnement où les pouvoirs publics veulent aussi se saisir ça, que ça soit en interministériel, que ça soit au niveau des branches, sur cette sensibilisation autour justement de ces enjeux qui nous arrivent dessus, quelque part, j'ai envie de dire. Et l'idée, c'était de proposer une offre un petit peu complémentaire justement à tout ça pour des déclinaisons en interne au sein de vos organismes. Voilà, donc on vous a proposé un petit temps d'échange maintenant à travers le chat où on va pouvoir récupérer les différentes questions. Merci encore aussi à tous pour ceux qui ont pu participer sur le Book Lab. On a eu un petit retour, donc on avait 68 personnes connectées qui ont pu jouer un petit peu avec nous. Donc voilà, donc ça fait partie des petits outils qu'on essaye aussi de mettre en place au sein de nos actions de formation. Mais là, voilà, de manière un petit peu plus classique, reprenons le chat. Et puis, on conclura avec le rappel des dates pour les actions de formation. Donc, vous pouvez encore vous inscrire, bien évidemment. C'est aussi pour ça que l'on vous propose cette action. Et si jamais je reprends donc ce qui a été affiché dans le chat, une première question, si jamais je reprends dans l'ordre, ce sera pour toi, Marine. Du coup, bonjour. Est-ce que le voyage apprenant RSO proposé s'appuie sur les engagements du référentiel RSO de la sécurité sociale? J'imagine que cela doit faire référence à Lucans. Merci Gabriel. Effectivement, en début de journée de voyage apprenant, il est prévu une forme de tour d'horizon en fait de ce dont on parle quand on parle de RSO pour bien comprendre les engagements qui sont pris à l'échelle des différentes caisses de l'organisation et de la sécurité sociale de manière générale. Ensuite, quand on décortique ce référentiel RSO, l'enjeu c'est d'identifier les marges de manœuvre à la main de chacune et chacun, notamment en tant que manager, pour se les approprier. Ce référentiel, il est très structurant. Il est une vraie base de travail, je pense, dans le cadre aussi de tous les projets d'entreprise qui sont déclinés là en ce moment. Donc, c'est une forme d'appropriation par chaque branche, puis par chaque caisse. L'enjeu, c'est de savoir, vous, quelle est votre marge de manœuvre à l'intérieur de ça, comment est-ce que vous pouvez le vivre, l'incarner, vous l'approprier. Voilà. On ne t'entend pas, Gabriel. Voilà, c'est ça, il faut que je remette mon micro. Merci Marine. Avant de poser la dernière question, la dernière question du fil de discussion à Olivier, juste pour revenir sur une question qui a été posée en tant qu'animatrice des ateliers de la fresque du numérique et de la fresque du climat et atelier d'automne.
voilà, en contexte professionnel pour les 3. Quels sont les dispositifs existants à venir? Alors c'est vrai que Benjamin a répondu déjà, enfin a apporté un élément de réponse justement là-dessus. Pour l'instant, ce sont des initiatives qui restent au niveau de l'organisme, au niveau des individus. La plupart des personnes maintenant ont été formées, ou en tout cas ou vont l'être, sensibilisées justement à ces ateliers fresques du climat, à ces ateliers d'automne, et notamment dans des grands dispositifs étatiques, en tout cas interministériels. Donc voilà, donc après, en fonction de la sensibilité des uns ou des autres, le fait d'avoir la possibilité de pouvoir déployer en interne ces ateliers peut revêtir effectivement un intérêt. Et du coup, je vois que Marine a levé la main pour interagir. Vas-y. Oui, pardon, je me permets un petit complément. Si parmi vous, certains sont collaborateurs à la CNAV ou en CARSAT, la CNAV a signé un accord cadre avec l'atelier Milton, qui est un atelier complémentaire à la fresque du climat, à l'atelier d'automne, qui est spécifiquement axé sur les leviers de réduction carbone à l'échelle d'une entreprise, d'une organisation. C'est un des outils de sensibilisation qu'on découvre pendant le voyage apprenant du 15 juin. Et si vous souhaitez l'activer en interne à la CNAV, tout est déjà en place en tout cas. Merci Marine, du coup, pour le complément. Sans transition, Olivier, alors sur l'action de formation, cela veut-il dire que nous devrions venir avec un projet précis? Idéalement, oui. Après, l'idée, c'est que pendant ces formations, on travaille en sous-groupe, qu'on ne travaille pas de manière individuelle, parce que je trouve ça plus intéressant dans la dynamique de formation, qu'on puisse discuter des outils, de la méthodologie que je vous aurais présentée dans un premier temps. Quand vous l'expérimentez dans un second temps, je trouve ça plus intéressant d'en débattre. Donc l'idée, c'est qu'en début de formation, vous arriviez avec des sujets, que ces sujets, on détermine ensemble lesquels on décide de traiter de manière filée pendant les 2 premiers jours de formation, pour qu'on puisse les pratiquer. Donc, j'ai envie de dire, c'est mieux. C'est mieux. Ça ne veut pas dire avec garantie qu'on traitera forcément votre thématique, mais ça veut dire que quoi qu'il arrive, pendant ces 2 jours de formation, vous allez utiliser la méthodologie sur des projets concrets, que ce soit le vôtre ou sur celui d'un de vos confrères ou consoeurs présents à la formation. Dans l'hypothèse où vous n'auriez pas de cas, ce qui est quand même fortement déconseillé, parce que le but, comme je l'ai dit, c'est d'être dans la formation action, et quoi de mieux que de se projeter sur des cas réels. On a déjà convenu avec Gabriel, en réfléchissant à comment monter cette formation, de partir sur des cas, un peu des cas d'école. Je trouve ça moins intéressant, ça m'embêterait franchement de travailler sur ces cas-là, mais j'ai pas de doute que sur l'ensemble des participants qui seront présents, on aura des vrais cas concrets sur lesquels vous faire travailler et expérimenter la méthodologie d'accompagnement à la transition. Ouais, ouais, voilà, tout à fait. Et tant qu'à faire, et profitez-en aussi quelque part, puisque c'est un des sujets, nous, de notre côté, on a des groupes de formation qui sont quand même relativement, j'allais dire, restreint, où on est entre 10 et 14 personnes environ. Enfin voilà, on essaie de garantir à la fois assez de diversité pour justement avoir des échanges, et que finalement le groupe participe à cet apprentissage, et également pas trop non plus de monde pour justement avoir le temps de pouvoir repartir et de pouvoir avoir le temps de s'approprier les différents éléments abordés. Une autre question qui vient d'apparaître, finalement, le voyage apprenant se fait à Saint-Étienne? Marine. Pardon, gros défaut de parisienne, le voyage apprenant se fait à Paris. Cette fois-ci, certains voyages apprenants ont lieu dans d'autres villes de France, mais celui-ci aura lieu à Paris. Merci. Un exemple de projet concret pour la 3e action? Là, comme ça, je n'en ai pas forcément, mais justement, l'intérêt de l'ISO 26000, c'est le référentiel que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est qu'on se rend compte que pour avoir un projet de transition et pas être uniquement
C'est possible, mais de ne pas être uniquement dans un projet de transition écologique. L'ISO 26000 montre qu'on peut être sur d'autres thématiques. On peut vraiment être sur des enjeux de transition plus sociale et plus interne, avec des sujets liés aux conditions de travail et qu'est-ce que je mets en place moi en tant que responsable pour promouvoir la QVCT, la qualité de vie et les conditions de travail. On peut avoir des projets qui partent de nos parties prenantes, de nos usagers directement, donc plus sur le pilier qui est relatif aux questions relatives aux consommateurs. On peut être plus sur des projets qui viennent promouvoir la communauté, qui viennent soutenir la communauté locale. Donc on peut être vraiment sur des projets assez variés. Et c'est aussi ça un des messages que je vais vous faire passer à travers cette formation, c'est que des projets de transition, il y en a un paquet. Et que sans rien vous divulguer de la formation et des sujets de la formation, mais que toute la première partie, on va être sur le dialogue partie prenante et on va venir prioriser les enjeux sur lesquels vous pouvez peut-être travailler, sur les projets sur lesquels vous pouvez apporter. Ça se fait notamment à travers ce dialogue partie prenante pour faire ressortir les enjeux qui sont peut-être prioritaires. Une fois que ces enjeux prioritaires sont ressortis, on voit à quelle question centrale, à quel pilier de l'ISO 26000 ça peut être rattaché, et que ce soit un projet qui concerne vos parties prenantes internes ou externes, que ça concerne la transition écologique ou sociale. Ça change strictement rien. C'est un projet que vous pouvez porter et la méthodologie vous permettra de montrer ça. Et pour répondre à votre besoin concret, c'est aussi ça l'intérêt de faire intervenir Patrick Badard sur le début de journée de la 3e journée du jour 3, parce que lui, il va vous présenter des projets, il va vous présenter, il va mettre en lien avec la méthodologie qu'on aura vue au préalable, et il va vous expliquer comment ça a été monté, les choses qu'il a mis en place, les outils qu'il a développés, comment il a animé ça, comment il a facilité ces projets de transition, et également discuter avec vous peut-être des limites, peut-être des contraintes qui ont été les siennes et comment il les a surmontées. Et faire le lien du coup avec une autre des questions qui avait été posée avec le référentiel RSO, et faire le lien justement avec la vision de Lucans, ce qui est porté de manière transverse au sein de l'institution. Voilà pour le coup. Je n'ai pas vu arriver d'autres questions dans le fil de discussion. Pour nous, on arrive également en fin d'intervention, donc on a fait le choix de faire un temps de diffusion assez court, sur 45 minutes, en se disant avec les bonnes recommandations. Alors là, ce sont celles de Microsoft qui proposent de faire des temps de réunion plus courts pour avoir des temps de pause entre chacune des réunions, et peut-être qu'il y a effectivement derrière après des enjeux, derrière de ressources durables. Voilà, si jamais je peux faire ce petit clin d'œil en clôture. Juste peut-être vous afficher à l'écran les 3 dates, enfin les 3 actions, sachant que vous allez recevoir en même temps que le questionnaire de satisfaction le support, donc du coup vous recevrez la possibilité de le télécharger. Les liens sont actifs, vous pourrez retomber tout de suite dessus. Un petit replay le replay de cette intervention sera également disponible sur notre site internet, et tout simplement, si jamais je prends, n'hésitez pas à vous inscrire, et là ça va être le lien sur l'ensemble de nos réseaux sociaux et ainsi de suite, newsletter, site internet, etc. Peut-être tout à fait, voilà ce qui permet de répondre à la dernière question que je viens de voir apparaître dans le fil: comment connaître les dates de ces formations et comment s'inscrire, donc à travers notre site internet ou tout simplement sur les liens de notre support. Il me reste 2 minutes, peut-être tout simplement pour laisser le mot de la fin à nos intervenantes et notre intervenant. Du coup, si jamais vous souhaitez, et puis vous souhaitez à tous une très bonne journée. Peut-être dans l'ordre d'apparition, si jamais vous pouvez. Moi, je suis ravie de voir que ces sujets-là sont adressés avec autant d'élan, d'énergie et d'enthousiasme par le N3S, et j'espère que ça sera reçu aussi par tous les apprenants, apprenantes avec enthousiasme et intérêt. Voilà, merci. Merci Aurélie. Marine, peut-être? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Gabriel. Merci à toutes et tous, mes co-intervenants aussi.
Voilà, je suis ravie aussi effectivement que ces sujets soient adressés et de voir qu'au sein de la sécurité sociale, où on peut se dire que cette question de durabilité, de responsabilité est inhérente, je pense que c'est aussi des sujets qui vous permettent de reconnecter avec vos missions de service public. Et c'est passionnant de voir tout ce que ça suscite dans les temps d'échange qu'on a déjà pu avoir. Donc, j'espère les prolonger avec vous très bientôt. Merci beaucoup, Marine. Et Olivier, le mot de la fin. Merci Gabriel, et puis merci à tous et à toutes pour votre participation. Moi, je suis convaincu de ces sujets-là depuis très longtemps, et comme mes consoeurs juste avant, je suis heureux de voir que c'est porté avec autant d'enthousiasme par le N3S. Donc, je peux que vous inviter à vous inscrire sur chacune de ces trois actions de formation, et j'espère vous voir nombreux, aussi bien à la mienne, mais qu'à celle de mes consoeurs présentées juste avant moi. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir à tous.